Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau spécial. Depuis quelque temps, la question de la gouvernance est au centre de tous les débats. Le cas le plus récent est le scandale du port sec de Tory. Que se passe-t-il réellement au palais de la présidente de la République? La gouvernance est-elle mise à mal dans la grande maison? Pour en savoir, nous avons invité sur ce plateau Joseph Tamayon. Il est le conseiller technique à l'économie du chef de l'État. Monsieur Joseph, bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, nous allons interroger nos archives. Nous allons suivre rapidement cet élément de Jérôme Ngbo sur la conférence de presse qui a été donnée par le promoteur du port sec de Tory. Suivons ensemble. Accès au marché, le gouvernement américain a accepté à travers le programme Millennium Challenge Account MCA Bénin de contribuer au rayonnement du port autonome de Cotonou. Pour le désengorger, il est prévu entre autres la construction du port sec de Tory sur près de 100 hectares. Mais où trouver les moyens pour financer la construction de 29 km de voies d'accès? S'est interrogé le conférencier. Nous nous sommes dit, pour contribuer au développement de la nation, il fallait que dans le cadre de ce projet-là, qu'on trouve un financement qui soit de nature à ce que l'État ne débourse aucun franc CFA, première chose. Que deuxième chose, que ce financement n'emporte pas la garantie de l'État. Si ce financement emporte la garantie de l'État, ça va freiner la politique nationale, ça va freiner la politique de l'État et ça aura un impact sur l'économie parce que les institutions de Bretton Woods en tiendront compte. Alors, dans ce sens, nous avons suivi toutes les procédures. Je répète bien, nous avons suivi toutes les procédures qui sont recommandées au niveau du port, conformément à ces statuts, conformément à toutes les lois en vigueur, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la décision prise en conseil d'administration du port le 23 novembre 2011, après le conseil d'administration du port. Le dossier donc a été soumis au président de la République, compte tenu de son importance et compte tenu du fait que le chef de l'État se bat tous les jours, le dossier a été soumis à son appréciation. Depuis la signature de la convention, le projet devait avoir démarré 3 mois plus tard. Mais le promoteur dit être confronté à des obstacles de toute nature. Est-ce qu'il faut 8 mois pour étudier une convention d'exploitation conjointe? 8 mois. 8 mois pendant lesquels une convention a été étudiée, 8 mois de blocage, 8 mois au cours desquels nous avons vu tous les problèmes possibles. Les États-Unis n'ont pas avancé leur sous aveuglement. C'est le Bénin même qui a dit nous avons des problèmes. Et les mêmes cadres sont allés voir le chef de l'État pour lui dire Monsieur le Président, nous avons des problèmes. Le président, lui, a joué sa partition en courant partout dans le monde pour aller chercher de l'argent, pour entamer les études et pour faire les études. Puis ensuite, il est question maintenant de réaliser le projet. Mais malheureusement, nous avons compris et nous sommes en train de comprendre avec beaucoup de regrets que la béninoiserie dont notre doyen a parlé, elle est vraie, elle est réelle. Selon certaines indiscrétions, ces obstacles auraient conduit au limogeage de certains cadres. Le chef de l'État a pris sa responsabilité. Si nous avons voté pour un président, c'est lui seul qui va faire le travail. Si nous ne le soutenons pas, si nous ne menons pas des actions de développement durable. Le promoteur Éric Runge a aussi rassuré les hommes des médias que son initiative n'est basée sur aucune forme de discrimination. Puis il a invité la jeunesse béninoise à oser initier afin que le Bénin ne soit plus lanterne rouge dans la sous-région sur le plan économique. Monsieur Tamayon, vous venez de voir cet élément du promoteur du port sec de Tory. Alors ça soulève quelques problèmes. Que se passe-t-il aujourd'hui au niveau du palais de la présidente de la République par rapport à la gouvernance? Je vous remercie de me donner l'occasion de revenir un peu sur cette question-là. Et je voudrais d'entrée de jeu affirmer qu'une république n'est forte que lorsque ses institutions sont fortes. Et j'ai le sentiment que depuis quelque temps, depuis la réélection du président de la République, certaines personnes pensent que ce qui est important aujourd'hui pour affaiblir le président de la République, c'est d'affaiblir les institutions. Et on s'attaque à l'institution président de la République. Rien ne se passe à la présidente de la République. Je peux vous assurer que la présidente de la République est bien gouvernée. Et la présidente de la République, en tant que la première institution républicaine, a l'obligation de donner l'exemple. Et nous qui sommes associés
à ce travail-là, nous, que le président de la République a fait l'honneur d'appeler à ses côtés pour l'accompagner dans la lourde tâche que le peuple béninois lui a confiée, nous devons nous mettre à sa disposition pour faire le travail qu'il nous demande chaque jour. Est-ce que vous faites le travail? Nous faisons chaque Et jour. pourtant, Oui, pourtant. C'est pas parce qu'il y a eu un incident que la présidence est mal gouvernée. Mais nous sommes un groupe, nous sommes un ensemble. Et nous travaillons, chacun fait ce qu'on lui confie. Mais une fois qu'il y a eu faute, le président de la République a sanctionné. Des sanctions que je considère comme lourdes. Il a pris ses responsabilités administratives en tant que responsable administratif de la présidence, a sanctionné. Donc, si il a pu sanctionner des collaborateurs aussi proches de lui, c'est que la gouvernance est bonne. Qu'est-ce que nous voulons? Le président de la République ne peut pas empêcher qu'il y ait des dérives. Mais ce qui serait grave, c'est que quand il y a une dérive, qu'il ne sanctionne pas, qui serait grave. Et il a sanctionné. Il a même très fortement sanctionné. Donc, à cet instant-là, on ne peut pas parler de mauvaise gouvernance à la présidence de la République. Je pense que ceux qui en parlent, ils jouent un autre jeu. Alors, vous l'avez dit, pourtant il y a d'anciens conseils techniques qui montent au créneau, par médias interposés, pour dire qu'il y a des milliardaires au niveau des conseillers qui sont tapis dans le rang autour de vous, autour du chef de l'État. Je vous remercie de me ramener à ce point de presse qui m'a paru un peu bizarre. Permettez-moi de revenir là-dessus parce que c'est très important, puisqu'il paraîtrait que nous sommes tous corrompus au palais, que nous sommes corrompus à taux de milliards. D'abord, sur quelques préalables. Je n'ai pas compris, parce que moi j'ai regardé ce point de presse-là du début jusqu'à la fin. Et j'ai vu, permettez-moi de revenir sur ces petits détails-là qui sont importants. J'ai le sentiment que c'est une certaine télévision qui a enregistré et c'est une certaine télévision qui a diffusé. Et j'ai le sentiment qu'il y a un deal entre deux télévisions privées pour salir la République. C'est dommage. Parce que... Pour salir seulement la République ou c'est la vérité? Pardon? Oui. Pour salir la République et son président. C'est-à-dire quand on salit le président de le président de la République, ce n'est pas l'homme qu'il faut voir. C'est une institution. Le président de la République en lui seul constitue une institution. Donc quand vous travaillez à salir cette institution-là, vous salissez la République. Je sais qu'une certaine télévision avait pris cette option-là depuis quelque temps, depuis que la crise PVI-Coton est née. Ce n'est même pas une crise, c'est la réforme qui est née. Et ces réformes sont indispensables. Mais elles sont dans leur rôle, la télévision. Non, c'est-à-dire que le rôle qu'il faut jouer, c'est de faire en sorte que les réformes avancent et marchent. Mais ne pas intoxiquer, ne pas mentir, ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Depuis la réforme du port et la réforme qui va être engagée sur le coton, eh bien, vous avez vu tout. Je crois que ces réformes-là ont touché des intérêts majeurs et ceux dont les intérêts sont en train d'être mis en cause organisent des choses qui ne sont pas bien. Honnêtement, ce n'est pas bien. On ne peut pas, en tout cas, quand on a mangé dans une assiette, quand on a participé à une organisation, on ne peut pas venir dire ce que j'ai entendu hier. Celui qui a fait cette conférence-là, Maître Lionel Abodeli, qui s'agit, a été conseiller spécial du président de la République pendant je ne sais pas combien d'années. Il a eu certainement quelques difficultés. Pendant qu'il était là, il n'a pas dénoncé les corruptions qui gangrenaient la présidence de la République. Il a été là où nous sommes aujourd'hui. Pendant qu'il était là, pourquoi il n'a pas eu l'outre-prudence d'aller dénoncer les corrompus de la présidence de la République? Mieux vaut que jamais, il le fait aujourd'hui. Mais il le fait, mais il l'a mal fait. Il ne s'agit pas de dire que les gens sont corrompus à taux de milliards. Il faut qu'ils viennent dire qui sont les corrompus. Moi, je ne suis pas corrompu. Je suis conseiller technique du président de la République. Je ne m'occupe d'aucun dossier en particulier. C'est les ministères qui s'occupent des dossiers. Tout ce qui se fait, on me passe des dossiers sur lesquels je donne un avis technique au président de la République, mais mon avis s'arrête là.
Lorsque le président prend une décision, c'est son intime conviction. Au cas où le dossier passe en Conseil des ministres, je ne suis pas ministre, je ne vais pas en Conseil des ministres. Et la décision, une fois qu'elle est prise en Conseil des ministres, je ne suis plus au courant. Moi, tout ce qu'un conseil, et je parle au nom du cabinet civil du président de la République, je défie qui que ce soit de venir nous dire que tel conseil du président est corrompu. Je le défie. Mais c'est très grave de dire des choses comme ça. Mais il atteint notre intégrité, il atteint nos familles, il atteint tout en nous. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas laisser. Je pense que le cabinet du président doit réagir. Et il a dit des choses plus graves en disant que le président sait qu'il sait que les gens sont corrompus. Donc le président lui-même serait complice de corruption. C'est un ancien collaborateur qui parle. C'est très grave. Oui. Quand on a été collaborateur d'un chef, moi, je suis aux côtés du président de la République parce que je pense qu'il porte des idéaux que je partage. Est-ce que ce qui s'est passé dans le cadre du procès, comme dans toutes les affaires, ne lui donne pas raison? Aucunement, dans la mesure où ce n'est pas Lionel Gbagbo ou quelqu'un d'autre qui a demandé au président de la République de sanctionner ceux qui ont commis de fautes. Qui a demandé de sanctionner? Nous connaissons ce pays, ces gens-là qui parlent, dans ce pays, des choses sont passées, on a couvert. Mais le président de la République n'a jamais couvert qui que ce soit. Lorsque ça s'est avéré, il dit « je sanctionne ». Et il a sanctionné le plus proche de lui. Vous pensez qu'il n'avait pas les possibilités de le protéger, de faire taire les choses? Je vais vous dire, en ce moment, il y a 3-4 jours, la Banque mondiale, dans un document officiel, a attesté que la corruption, grâce aux actions du président de la République, est en train de reculer en République du Bénin. Le document existe? Les documents existent. Et à partir de ce document, le MCC a décidé de l'éligibilité du Bénin à son programme MCA. Donc, pourquoi nous-mêmes, là, nous voulons ternir l'image de notre pays? Moi, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que ce que le maître Lionel Gbagbo a fait, c'est très grave. Il faut qu'il en apporte la preuve. Moi, je suis conseiller technique du président de la République, j'appartiens à ce cabinet-là et je parle au nom de tous mes collègues. Je ne connais pas un seul qui soit milliardaire. Nous sommes à 300 000 francs le mois, les techniques, et les spéciaux sont à 350 ou 400 000 francs le mois, qu'on nous paye trimestriellement. Donc avant même que ça ne vienne là, tu t'es endetté, et quand ça vient, tu payes tes dettes. En quoi nous sommes milliardaires? Et sur quel dossier il a vu quelqu'un être corrompu? À moins que pendant que lui a été là, il a été corrompu. Parce que quand lui a été là, il n'était pas que ce conseiller spécial, il était à l'autorité de régulation, il avait les avantages du conseiller technique, et il avait également les avantages de l'autorité de régulation. Ce n'est pas mon cas, moi. Et ce n'est le cas de personne dans le monde. Comment vous travaillez? Comment les conseillers techniques travaillent-ils autour du chef de l'État? Parce que c'est inquiétant. Mais quand même que nous travaillons, ce que je veux vous dire, ce dossier n'est venu au palais que parce qu'il y a des difficultés. Dans l'élément que vous venez de montrer, le monsieur a bien dit des choses, mais il n'a pas dit quels étaient les problèmes. Le premier problème qu'il y a, c'est qu'on dit que l'État ne doit pas garantir les prêts qui vont financer ce projet-là. Mais en même temps, on dit que l'État doit signer la convention. Mais si l'État signe la convention, l'État devient garant du prêt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est sur ça, c'est sur ces deux points-là qu'on traînait, c'est ça qui a amené le dossier au palais. Et ce qui a été fait, c'est de demander l'avis de l'agent judiciaire du Trésor qui nous dit on ne peut pas mettre ces choses-là. L'État n'est pas garant, mais l'État est signataire de la Convention. L'État doit garantir le trafic, l'État ne peut pas garantir le trafic. C'est les deux points-là qu'on n'a pas voulu insérer dans le contrat. Et c'est pour ça que le dossier est venu au palais. Sinon, le dossier, c'est un dossier du port autonome de Cotonou. Donc, le président de la République, quel tort il a commis en disant à un collaborateur, prends le dossier par sa traîne et règle-moi ça. Maintenant, s'il y a eu des indélicatesses, c'est dommage, c'est regrettable. Mais le président n'a pas protégé moi qui suis devant vous. Si je tombe là-dedans, il va me sanctionner. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que le président dit, appelle reddition des comptes et arrêt de l'impunité. Mais le président est le président de l'Union africaine. C'est lui qui a dit à l'Union africaine que les valeurs doivent porter l'Afrique. C'est lui qui a indiqué les valeurs sur lesquelles nous devons baser notre gouvernance pour que l'émergence de l'Afrique démarre enfin.
Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être en train de dire ça dans tous les sommets, y compris le G8, et partout. Il ira aux assemblées annuelles de la Banque mondiale, des Nations Unies, pardon. Il va encore le répéter et il va permettre qu'autour de lui, qu'il y ait la mauvaise gouvernance. Donc il n'y a aucune mauvaise gouvernance au palais de la République. Moi qui vous parle là, nous évitons de voir le chef de l'État. Et lui-même joue le jeu avec nous. Tu ne le vois que sur sa demande. Et quand il veut t'associer à un dossier, le ministre est là, toi-même tu es là, et le promoteur est là. Mais c'est le ministre qui gère. Nous donnons nos avis sur le dossier à Monsieur le Président de la République. Mais une fois que tu as donné ton avis, tu n'as pas à t'impliquer dans la gestion du dossier. Donc personne ne peut utiliser son positionnement pour monnayer ou ne pas monnayer un dossier. S'il l'a fait pendant qu'il était là, c'est différent. Mais qu'il vienne le dire. Nous, le cabinet du président n'est pas organisé de cette manière-là. Ce qui est arrivé est regrettable, mais le président a pris ses responsabilités à sanctionner. Mais c'est très grave de dire que le cabinet, la présidence est corrompue à des taux de milliards. Il faudrait qu'ils disent les noms des corrompus. Et s'il ne le dit pas, puisque c'est des accusations graves, c'est au tribunal qu'il va le dire. Il est de ce métier-là. Il doit savoir qu'on ne doit pas porter des jugements aussi graves que ça, sans preuve. Et l'organisation qui a été mise en place, vous êtes plus compétent que moi pour savoir si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un deal de télévision. Les institutions qui sont chargées de ça doivent vérifier et sanctionner ce deal-là aussi. Parce qu'une télévision ne peut pas enregistrer et passer la cassette à l'autre. Ce n'est pas possible. Donc moi, ce que je voudrais dire, je voudrais rassurer les uns et les autres, que la présidente de la République est bien gouvernée. La gouvernance est bonne et efficace. Et ce que le président fait, c'est ce qu'il faut faire. Si quelqu'un... Un président ne peut pas empêcher les fautes. Oui, mais de toute façon, beaucoup de gens pensent que, bon, il y a des gens qui sont au palais qui empêchent la réalisation d'un certain nombre de projets de développement. Qu'on cite le nom de celui qui a empêché la réalisation d'un projet. C'est très facile. Vous savez, moi j'étais quelque part. Je tais le nom des gens. Et quelqu'un me dit, mais ce que vous faites au palais, là, c'est pas bon. Je dis, mais qu'est-ce que nous faisons au palais? Il me dit, mais les gens ne vont pas au concours, ils réussissent, et c'est du palais qu'on fait ça. Je lui dis, mais donnez-moi un nom d'une personne qui a fait ça. Il me dit, c'est un agent de mon service. Je dis, mais donne-moi son nom, je vais vérifier. Et si c'est avéré, je ferai sanctionner. Il dit, je ne connais pas le nom. Ça commence. Je ne connais pas le nom. Je dis, non, tu dois connaître le nom. Il dit, non, il a appelé un de ses collègues. Et il dit, mais notre collaborateur qui n'a pas passé l'examen, qui a réussi là. Il lui dit, non, le type travaille pas chez nous, il est à la douane. Et il dit, comment il s'appelle? Et il dit le nom, je dis, tu vois, je connais très bien ce monsieur-là. C'est l'un des rares douaniers dont le père n'est pas douanier et qui a passé le concours, qui a réussi. Mais on fait passer à travers la ville, à travers la tête des gens, que c'est au palais que les concours se corrigent. Et les gens croient ça. Mais comment on en est arrivé là? Mais je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais on a tellement intoxiqué les gens. Et quand ça vient des Agodjema et qu'on sort, je m'en fous moi. Mais quand ça vient de quelqu'un qui a été 2 fois candidat à la présidence de la République et qui aspire à assurer cette fonction-là, il doit faire attention. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aspirer à une fonction et salir la fonction. Ne salissez pas. Je sais que le président, là je voudrais parler de l'homme. C'est un homme austère. Il est très distant de l'argent public. Nous qui travaillons avec lui, on devrait nous décorer. Moi je lui ai toujours dit, mais j'étais en enfer, vous m'avez maintenant envoyé au purgatoire. Quand est-ce que j'irai au paradis? Donc ma foi, à la présidente de la République, je vous dis, c'est vérifiable. En venant ici, quelqu'un m'a appelé, me dit, je veux des bons d'essence. Je lui ai dit, mais j'en ai pas. On me doit, je ne sais pas combien de mois de bons d'essence. J'achète l'essence de ma poche. Mon chauffeur qui me conduit, c'est moi qui le paye de ma poche. Sur le peu qu'on me donne. Et pourtant, donc, quand plusieurs personnes doivent être conseillers d'équipe. Mais c'est très bien d'être conseiller, je ne regrette pas de l'être. J'ai dit à mon frère qui est resté vivant à Paris, je lui ai dit, moi je suis à 2 pas de la décision.
Toi, tu as combien de kilomètres de la décision en France? Je préfère ce que je fais ici que l'argent que j'aurais gagné là-bas. Je suis bien content d'être. Quel est le cadre qui, après son parcours, ne souhaiterait pas finir comme nous sommes en train de finir là? Moi, je suis bien heureux dans ce que je fais. Il n'y a pas que l'argent qui vous décide. Et ce que je fais là, je suis persuadé que si je le fais bien et que je finis de le faire comme je le fais là, je serai récompensé demain. J'en suis convaincu. Soit par le président actuel, soit par quelqu'un d'autre, soit par ou bien Dieu lui-même me récompensera. Donc, il faudrait qu'on arrête ces affabulations-là. Il faudrait que des gens... Mais on ne peut pas avoir participé aux côtés du chef de l'État. Moi, je ne le ferai jamais. On ne peut pas avoir occupé cette fonction-là et dire ça de cette manière-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, moi, ce que je voudrais dire et répondre encore à votre première question. La présidente de la République est bien gouvernée. Elle n'est pas infectée. Elle n'est pas infectée. Et si elle arrivait à être infectée, le président de la République, qui est notre chef, sanctionne. Et nous le savons tous. Nous savons tous, nous qui travaillons avec lui, nous savons tous que si tu tombes là-dedans, tu seras sanctionné. Alors, la constitution du port est dans un schéma global de réforme. Alors, que deviennent les réformes? Ou que vont devenir les réformes? Parce que vous avez dit que les réformes, depuis que les réformes ont commencé, il y a beaucoup de réformes. Il y a beaucoup de verbiage. Le président de la République n'a pas le choix, il ne reculera pas. Il ne peut pas reculer parce que il l'a promis au peuple béninois. Dans son programme, il l'avait déjà annoncé pendant la campagne, on a communiqué là-dessus. C'est pour ça qu'il a été élu. Donc les conseillers sont prêts pour l'accompagner. Mais qui aime les réformes? Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que les réformes ont touché des intérêts majeurs. Mais ce que je voudrais dire, les gens qui ont bénéficié de ces positionnements-là pendant 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, qu'ils souffrent qu'on refasse la réforme. Je suis convaincu que tout le monde profitera davantage de la réforme. Même ceux qui aujourd'hui pensent qu'on les sort. Si nous produisons 600 000, 700 000 tonnes de coton, mais c'est tout le monde qui en bénéficiera. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le conseiller, ce n'est pas le directeur de la SONAPA, non, c'est tout le pays. Donc les réformes sont irréversibles. Le président, moi je pense qu'il n'a pas le choix. Il doit conduire la réforme sur le coton, il doit conduire la réforme sur le port pour rendre le port plus compétitif, pour faire en sorte que notre port soit un véritable port. Nous sommes un petit pays, Dieu nous a donné un littoral. Il y a des pays qui nous envient. Nous devrons gérer notre port, mais de la façon la plus efficace. Et notre chef ne nous demande pas autre chose que ça. Je vous garantis, tout le monde sait autour de lui. Du plus grand au plus petit, du plus âgé au plus jeune, des plus expérimentés à ceux qui ont moins d'expérience, que s'ils tombent là-dedans, le président va sanctionner. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef? C'est ce qu'on attend d'un chef. On n'attend pas d'un chef qui vienne s'asseoir à notre place pour faire tout à notre place. On attend de lui simplement qu'il nous donne la direction, qu'il nous surveille, que si nous tombons là-dedans, il nous sanctionne pour que nous atteignions les résultats que les Béninois attendent de lui. Monsieur Tamayo, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui de faire un audit de la présidence pour reprendre, pour essayer d'améliorer la façon dont les choses se passent? Mais un audit de la présidence, je crois que ça a été fait. Il y a eu un audit qui a été fait. Et l'organisation qu'on a mise en place maintenant, c'est l'organisation que l'audit a proposée. Ce que je voudrais vous dire, un conseiller, c'est quoi? Un conseiller n'a pas de compétences propres. Comme le nom l'indique, il ne conseille que le président, il ne donne que des avis techniques au président de la République sur les dossiers que le président veut bien. Il n'est pas le super ministre. Pardon. Il n'est pas le super ministre. Il est loin d'être un super ministre. Il n'a pas d'influence sur un ministre. Il n'a aucune influence sur mais monsieur le maître Lionel Gbagbo, pendant tout le temps qu'il est resté au palais, là, il a vu le président combien de fois? Je parie qu'il n'a pas vu 4 ou 5 fois. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais je suis convaincu qu'il ne l'a pas vu plusieurs fois. Moi qui vous parle là, je ne vois le président que sur son invitation, sinon, c'est des documents que je fais. Je fais mon avis, et mon avis, je le lui envoie.
je le lui envoie soit directement en tant que président de la République ou je le lui envoie en Conseil des ministres. Lorsque je le lui envoie en tant que président de la République, il en fait ce qu'il veut dans la discussion et les instructions qu'il donne au ministre du secteur concerné. Mais le ministre est loin d'imaginer que c'est l'avis que tel ou tel conseiller a donné que le président utilise. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Quand il a besoin de moi au cours d'une audience, il m'invite, il me convoque, je vais l'assister au cours de l'audience. S'il ne m'invite pas, je n'y vais pas. Le conseil ne travaille que sur le dossier que le président veut bien et son avis n'est qu'un avis consultatif pour le président de la République. C'est lui qui décide. Il y a beaucoup qui délibèrent, mais la décision lui appartient. Et quand le dossier va en conseil des ministres, la décision qui est prise, nous, on n'est pas au courant. À moins que le ministre nous fait l'amitié de dire « Ah, c'est telle orientation, c'est pas telle orientation ». Mais très peu de ministres, on se retrouve avec les conseillers. Sur quelle base un conseiller ne gère pas un budget? Un conseiller, il gère quel budget pour être corrompu? Pourquoi on dirait que le cabinet du président de la République est corrompu? Mais c'est très grave. On ne peut pas accepter ça. Et je pense que tous les Béninois, de quelle tendance que ce soit, ne doivent pas accepter ça parce que c'est la République qui est atteinte. Je vous dis, allez faire votre enquête chez toutes les compagnies aériennes qui sont installées chez nous, M. Dodome. Mais les avions sont pleins tant à l'arrivée qu'au départ. Pourquoi? Parce que l'extérieur croit au pays. Parce que la corruption est en recul. Parce que les gens pensent que la crédibilité du pays permet l'investissement. Mais pourquoi nous-mêmes là, nous utilisons nos télévisions, nous utilisons nos radios pour nous faire harakiri? Pourquoi? Quand les investisseurs viendront s'installer ici, là, c'est Yaïou, c'est la mouvance seule, les investisseurs peuvent même trouver des promoteurs et être des partenaires des promoteurs là, avec les gens de l'opposition. Avec les Béninois tout court. Avec les Béninois de toute tendance. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas parler de petits incidents malheureux. Moi, je regrette ce qui s'est passé. Je connais très bien le secrétaire général. C'est un homme dévoué. Ça m'a fait très mal au cœur que ça se soit arrivé ainsi. C'est dommage, mais c'est arrivé. Le président a pris ses sanctions. N'en rajoutons pas. J'ai entendu dire, pourquoi le pénal? Le pénal, c'est le président qui va engager une procédure pénale. La loi est là. Lisez la loi. Chacun fait son travail. C'est ça. Il y a les sanctions administratives. Mais le président a pris les sanctions administratives. Il est dans son rôle. Mais quand on ne le pousse pas, demain sont les mêmes là qui vont dire, vous voyez ce qu'il fait, vous voyez, c'est les mêmes là qui vont le pousser dans l'erreur. Il a pris les sanctions administratives, nous la respectons, et ça là, ça nous met en garde, nous autres également. Si le président a été capable de faire ça au premier de nous tous, ça veut dire qu'à chacun de nous, méfiez-vous. Et c'est fondateur. Cette décision, elle est malheureuse, mais elle est fondatrice. Je dois faire attention, moi, là où je suis. Donc, au lieu d'apprécier ça de cette manière-là, si vous ne voulez pas apprécier, taisez-vous. Si vous ne voulez pas mesurer la portée de la décision, taisez-vous. Mais ne venez pas en ajouter, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas par quelle motivation. On sait tous comment le pays fonctionne à coup d'argent. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Alors, il y a 60 conseillers qui sont sortis après les élections de 2011. Vous êtes combien de conseillers? Il y a combien de conseillers maintenant? Moi, je n'étais pas au palais avant les élections de 2011. Je suis venu qu'en septembre de l'année dernière. Nous sommes, je n'ai pas compté, mais nous ne sommes pas plus de 13 ou 14 actuellement. Et ça, le président, lorsque nous avons fait les élections, pour diverses raisons, dont des raisons financières, parce que le budget de fonctionnement était élevé et on lui a demandé de réduire son cabinet au strict minimum pour que le budget puisse supporter le cabinet. Et il a réduit. C'est ça qui a justifié, entre autres, le renvoi des conseillers. De certains conseillers. De l'ensemble des conseillers. C'est tous qui sont partis. Il a reconstitué le cabinet petit à petit. Et moi, je me souviens, celui qui dit qu'on est corrompu, il a dit en privé que, qu'on m'a envoyé au garage. Mais si je suis au garage, comment je peux être milliardaire?
Hein? Non, franchement, moi, le maître Lionel Gbagbo, il a été 2 fois candidat à la magistrature suprême de ce pays. Il ne peut pas traiter le premier magistrat de cette manière-là. Lui qui aspire à cette fonction, il devrait être le premier à montrer le respect que nous devons avoir vis-à-vis de cette fonction. Je ne vois pas un conseiller technique français qui, à l'Élysée, sort de l'Élysée et va faire une conférence de presse comme il l'a fait là. Dans les pays développés, quand tu n'es plus d'accord, tu te tires une balle dans la tête. C'est comme ça. Il y a eu plein de suicides à l'Élysée. Ou bien. Donc, mais chez nous, dès qu'on sort, il faut qu'on crache dans l'assiette, il faut qu'on salisse les autres. Non, c'est pas bien ça. Et notre culture, moi, ma culture marquée ne me permet pas ça. Voilà, Monsieur Joseph Tamayon, je crois que nous avons abordé de long en large le sujet. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas de conseil milliardaire. Il n'y en a pas. Il y en a pas. On vous laisse le dernier mot. Et il n'y a pas de conseiller milliardaire au palais. Peut-être qu'il y en a de cachés que vous savez. S'il y en a de cachés, pendant que M. Lionel Gbagbo était au palais, il aurait dû les signaler au président. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand il est parti qu'il en parle. Peut-être qu'il y en a maintenant. Mais s'il en a maintenant, qu'ils viennent le dire leur nom, qu'ils disent leur nom, on va les sanctionner. Peut-être que vous ne les connaissez pas, vous. Mais peut-être, c'est possible. Mais ce qu'il dit là, on ne le dit pas de cette manière-là. Moi, ce qu'il dit, c'est possible. Mais qu'ils viennent apporter la preuve. Les accusations sont tellement graves qu'elles ne peuvent pas être faites de façon gratuite comme ça. C'est tout ce que je dis. Si c'est Joseph Tamayon qui est corrompu, qu'il apporte la preuve que Tamayon Joseph est corrompu. Si c'est Tantampion qui est corrompu, qu'il apporte la preuve que c'est Tantampion qui est corrompu. Mais qu'on ne vienne pas jeter l'opprobre sur le cabinet du président de la République et sur le président de la République lui-même, puisqu'on dit qu'il sait que nous sommes corrompus. Mais ce n'est pas normal. Vous ne voyez pas la gravité de la situation? Mais c'est très grave. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que nous qui avons été traités comme ça, nous devrons nous concerter pour savoir ce que nous devrons faire. Maintenant, le président de la République, libre quoi à lui? On l'a traité de malhonnête, de couvrir les corrompus. Il est le président de l'Union africaine en ce moment, jusqu'au mois de janvier prochain. Et il porte des valeurs au niveau de ses pairs. Et on ne peut pas, ne savons pas, nous les Béninois, nous dire arrêtons et voyons. Mais ne serait-ce que pour cette fonction qu'il assume en supplément de sa fonction que nous lui avons confiée sur le plan national, nous lui devons respect. Nous lui devons respect. Nous lui devons respect, nous les premiers, nous ses collaborateurs, anciens ou actuels, actifs ou passés, nous lui devons respect. Est-ce que ce n'est pas une façon d'empêcher les gens de dire les choses qui ne marchent pas aussi? Mais lorsque vous dites ça? Si quelque chose ne marche pas, il m'est loisible de le dire au président. Mais si moi je prends une fiche, vous avez dit qu'il y a plein de gens qui veulent être conseillés. Mais pourquoi ils veulent être conseillés? Parce que ce que je pense, ce que je sens, ce que je ressens, je le dis. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais comme Lionel Gbagbo aujourd'hui, il n'est plus conseiller. Il peut écrire tout Béninois. Mais lui, il a envie de dire ça dans la presse pour que tout le monde le sache. Mais il gagne quoi? De la manière dont il l'a dite, il gagne quoi? Moi, je ne sais pas, c'est le pays qui perd. Je ne sais pas où est-ce que ces gens-là veulent que nous allons. Moi, je ne viens pas sur tout ce qu'il a dit. Je ne viens que sur l'accusation qu'il a faite de nous avoir traités de corrompus. Moi, on m'a traité de corrompu au marché pendant des années. Je n'ai pas aimé. Mais ceux-là, je dis, ils n'ont qu'à m'apporter la preuve. On m'a vilipendé que j'ai volé 550 tonnes de ciment. Vous imaginez 550 tonnes de ciment? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Mais quand c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucune valeur, que je ne considère pas qui disent ça, je m'en fiche. Je sais que celui qui m'a nommé me suit, me surveille, sait ce que je fais, sait ce que je ne fais pas. Mais quand c'est quelqu'un qui a été 2 fois candidat aux élections présidentielles, qui aspire et qui continue d'aspirer à cette fonction-là, qui vient le dire, c'est pas normal qu'on se taise. Alors on va conclure ce débat, on va conclure cet entretien, ce petit entretien pour essayer de mettre la lumière sur ce qui est convenu de dire des affaires. Non, il n'y a pas d'affaires. C'est-à-dire que, une fois encore, je vais vous dire que je ne sais pas pourquoi on tourne en dérision tout ce qui est sérieux. C'est ça.
Combien de fois le président a sanctionné ses proches collaborateurs? Mais est-ce qu'il a l'ubiquité d'empêcher son collaborateur de faire ce qu'il ne veut pas? Il ne peut pas. Est-ce que le président Yahi, là où il est maintenant, il peut empêcher Joseph? Il sait ce que Joseph Tamé a dans son cœur? Il ne sait pas. Mais la seule chose qu'il peut faire, lorsque Joseph Tamé va poser des actes qui sont contraires aux instructions qu'il a reçues, il le sanctionne. Mais lorsqu'il le fait, on tourne ça en dérision. Et ça crée deux dommages. C'est-à-dire que ceux qui sont sanctionnés sont plus malheureux parce qu'on en parle tout le temps, alors que les gens sont déjà sanctionnés. Ça jette l'opprobre sur le pays, non pas sur le président de la République. J'ai commencé par dire qu'un pays dont les institutions sont fragilisées, lui-même est fragilisé. Nous avons besoin d'institutions fortes. Nous avons besoin d'un président de la République fort. Nous avons besoin d'une Assemblée nationale forte. Nous avons besoin d'un système judiciaire fort. Nous avons besoin d'une Cour supérieure forte. Nous avons besoin d'une constitutionnelle forte. Nous avons besoin d'une haute autorité de l'audiovisuel forte. Si nous les affaiblissons, nous affaiblissons la République. Et personne ne gagne rien. C'est dommage que pour des intérêts totalement, j'allais dire égoïstes, privés, mais tout est vanité, mon cher. Tout est vanité. On va où? On va amener l'argent où? Mais ce qui va rester, c'est comment tu as servi ce pays-là. C'est ça qui va rester dans l'image des gens. Donc, franchement, ce que je voudrais demander, c'est que nous cessons ces chaînes de télévision qui s'impliquent dans la dénonciation calomnieuse, dans la diffamation, qu'elles arrêtent. Si elles n'arrêtent pas, que la structure qui est chargée de sécuriser ou comment c'est pas sécuriser, de réguler ce secteur-là, agisse. Sinon, c'est elle qui s'affaiblit. C'est elle qui s'affaiblit. Donc, il faudrait que cette histoire soit, toutes les déclarations qui ont été faites dans ce point de presse que j'ai suivi d'un bout à l'autre, soient prouvées. Je ne veux pas revenir sur un certain nombre de dossiers de modification de la Constitution, de dossiers de fiscalité. Le dossier de fiscalité, je le maîtrise parfaitement bien. Le jour où vous m'appellerez, où le président me demandera d'en parler, je parlerai de ce dossier-là. Mais il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas endormir les gens. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je voudrais dire à mes compatriotes que le président de la République, qu'ils ont élu en avril dernier, en avril 2011, va faire ce pourquoi ils l'ont élu. Il le fera même plus. Qu'on le laisse simplement travailler. Quand il y a un incident, il a sanctionné. La sanction est passée, on continue la route. Voilà. Donc moi, ma foi, il n'y a aucun problème de gouvernance à la présidente de la République. Il n'y a aucun conseiller technique ni spécial qui soit corrompu à la présidente de la République. Si quelqu'un a des informations sur quelqu'un entre nous là, qu'il amène ça devant les tribunaux. Maintenant, on nous a dénoncé, on nous a dit que nous sommes corrompus. Chacun fera de cette diffamation-là ce qu'il voudra. Et le président en premier, parce qu'il paraît qu'il est au courant que nous le sommes et qu'il nous protège. Mais je ne sais pas quelle raison il a à protéger certains et à livrer d'autres. Je ne sais pas. Merci, amis téléspectateurs. Vous venez de suivre le conseiller à l'économie du chef de l'État, Joseph Tameyon, qui nous a entretenu sur la gouvernance au palais de la présidente de la République. Nous pouvons retenir qu'il n'y a pas de mal-gouvernance au niveau du palais de la République, qu'il n'y a pas de conseiller technique milliardaire. Affaire à suivre donc prochainement sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Bye.